Bonsoir, bienvenue sur France 3 Normandie et sur les antennes de France Bleu pour une grande soirée débat consacrée aux élections législatives dont le premier tour est prévu le 30 juin prochain. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Franck, bonsoir à toutes et à tous. Désormais tous les mercredis et jusqu'au second tour de ces élections, nous vous proposons un débat dans les circonscriptions où il y a les plus gros enjeux. Oui, et ce soir, 3 circonscriptions en débat sur France Bleu et France 3. Nous débuterons par la 6e du Calvados, celle de Vire-Évrecy, où l'ex-première ministre Elisabeth Borne, redevenue députée au mois de janvier dernier, se représente. Et puis Franck, nous nous intéresserons également à 2 autres points chauds de la région. Oui, 2 circonscriptions, en l'occurrence, où le Rassemblement national est en position de force au regard des résultats des élections européennes, à savoir la première circonscription de la Manche, celle de Saint-Lô-Carentan, détenue depuis 2007 par le député Les Républicains Philippe Gosselin. Et puis Jean-Baptiste, une autre circonscription sera sous les projecteurs ce soir, c'est celle de l'Aigle-Mortagne-au-Perche dans l'Orne. Oui, c'est la 2e circonscription de ce département, détenue aujourd'hui par une autre élue LR, Véronique Louwagie, qui se représente dans un territoire où le Rassemblement national a fait plus de 38% des voix lors des dernières élections européennes. À noter que nous avions invité également le candidat du RN, Gérard Vienne, ainsi que celui de Reconquête, Raymond Ebretot, et tous les deux ont décliné notre invitation, ce que nous regrettons ce soir. Alors, avant de nous intéresser à l'Orne et à la Manche, cap sur la 6e circonscription du Calvados, celle de Vire-Évrecy. Elle a été remportée par Elisabeth Borne en 2022, alors qu'elle était Première ministre. Quels sont les enjeux dans ce territoire, à mi-chemin entre ville et campagne? Vous voyez ce sujet de Pierre Maripeau. La 6e circonscription du Calvados est le fruit d'un étrange découpage. C'est un territoire étiré, pour ne pas dire hétérogène. Au sud, toute la campagne est classée en zone de revitalisation rurale. La circonscription englobe le bocage virois et sa capitale, la sous-préfecture, Vire-Normandie. Elle comprend aussi une partie de la Suisse normande et la ville de Condé-sur-Noireau, une place forte de l'industrie. Au nord, la circonscription court jusqu'aux portes de Caen. Elle prend un tout autre visage avec ses villes périurbaines, ses cités pavillonnaires. C'est dans cette circonscription de la classe moyenne qu'Elisabeth Borne est venue chercher la légitimité du suffrage universel en 2022 alors qu'elle venait d'être nommée à Matignon. À voter. Au premier tour, la première ministre d'alors était arrivée nettement en tête, mais l'insoumis Noé Gauchard lui a ensuite mené la vie dure au second tour. Cette élection anticipée a donc des airs de revanche, mais le Rassemblement national compte bien cette fois bouleverser l'ordre établi. Voilà, Elisabeth Borne qui est avec nous sur ce plateau et qui débattra dans un instant avec ses principaux adversaires dans cette circonscription. Bonsoir, Madame Borne. Je précise que 7 candidats, donc 4 se présentent pour ces législatives. Et 4 sont avec nous sur ce plateau, Jean-Baptiste. Oui, avec nous également Nicolas Calbrix pour le Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Noé Gauchard pour le nouveau Front populaire. Vous avez été battu il y a 2 ans par Elisabeth Borne au second tour. Et avec nous également Linda Lahalle. Bonsoir. Bonsoir. Candidate de la droite et du centre. Vous êtes soutenue notamment par le président de région Hervé Morin, dont vous appartenez à la majorité au conseil régional. Elisabeth Borne, vous savez que cette 6e circonscription du Calvados est particulièrement observée, pas uniquement en Normandie, mais bien au-delà. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes dans une élection test? Je ne parlerai pas d'élection test. Moi, je m'intéresse à la 6e circonscription du Calvados. Et vous savez, quand j'avais été élu en 2022, j'avais dit que je souhaitais m'engager durablement pour ce territoire. Et en tant que Première ministre, j'ai toujours été attentive à tous les sujets de la circonscription. Et avec mon suppléant Freddy Certain, on a mené des actions très concrètes. Et en 2 ans, on a d'ores et déjà des résultats avec une école de production, avec une brigade de gendarmerie mobile. Donc c'est vraiment un territoire, moi, qui me tient à cœur, Et quand dans vous lequel voyez, je souhaite m'engager durablement. Le score du Rassemblement national de 34% dans cette circonscription que vous avez remporté en 2022, est-ce que vous vous dites mon poste, mon siège est en danger? Ce que je constate, c'est qu'en effet, le Rassemblement national, et je découvre M. Calbrix, qui n'était pas en circonscription ces derniers jours, donc comme ça lui donne l'occasion de venir dans le Calvados. Mais effectivement,
on a pu constater que dans ces élections européennes, les extrêmes ont été à près de 50%. Donc ça veut dire que c'est une élection cruciale. Le choix que les Français feront le 30 juin et le 7 juillet est crucial parce qu'on a de part et d'autre, à droite et à gauche, des extrêmes qui, avec leurs alliés, font des promesses tout à fait irréalistes et dangereuses pour le pays. On va entendre justement les extrêmes. Oui. Nicolas Calbrix. Exactement, Nicolas Calbrix. Donc vous vous présentez sur cette élection. On l'a dit, les résultats, vous les avez pour vous, en tout cas sur le dernier scrutin des élections européennes. Vous sentez que cette circonscription peut basculer en votre faveur? Les électeurs ont envoyé un message très très clair aux élections européennes en plaçant le Rassemblement national largement en tête dans cette circonscription, avec plus de 34% des voix. Et d'ailleurs, on voit que ce vote a déjà amené un changement, puisque c'est ce vote qui a contraint le président à faire la dissolution et à rendre la parole aux Français. C'est un message clair, le message a été national, y compris sur la circonscription, et on voit que maintenant, on rend la parole aux Français pour changer le gouvernement de la France, changer le cap de la France, et nous sommes prêts au Rassemblement national à l'assumer, avec Jordan Bardella comme Premier ministre. Est-ce qu'on est prêt de l'autre côté de l'échiquier politique? Noé Gauchard, vous défendez les couleurs du nouveau Front populaire. Vous étiez candidat déjà à LFI face à Elisabeth Borne en 2022. Dans quelle mesure vous pouvez remporter cette élection ? Oui, bonsoir Franck Beignet, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on a une chance, puisque la fois dernière, on avait fait 48% au deuxième tour, on n'était pas passé loin, alors même que tout le monde pensait cette circonscription complètement perdue. Les résultats électoraux récents ont montré effectivement tout autre chose. Et évidemment qu'on a une chance parce qu'on est dans une crise sociale importante, et notre programme est le seul à répondre à cette crise sociale-là, face à évidemment un candidat du RN qui vient faire du tourisme électoral dans la circonscription. Et Madame Borne, qui cette fois-ci, je suis ravi que vous ayez trouvé le chemin du studio pour le débat, on va peut-être pouvoir échanger nos propositions contrairement à 2022, mais voilà, notre programme, celui du nouveau Front populaire, est le seul qui permette de répondre à la crise sociale actuelle, et je pense que c'est celui-là que les gens attendent, et donc oui, je suis persuadé qu'on a une chance aujourd'hui dans cette circonscription. Et vous, Linda Lahalle, où trouvez-vous votre place? La droite qui se déchire, les LR par leur président Alex Ciotti qui se rapproche du Rassemblement national, d'autres qui font des candidatures dissidentes, ou en tout cas qui sont avec cette étiquette du centre et du droit, et de la droite, pardon, ce qui est votre cas. Où vous placez-vous? Bonsoir à tous. La droite qui se déchire, la droite qui s'unit, la droite de l'union de la droite et du centre qui se réunit de manière républicaine. On a eu une élection européenne qui a été un pas de deux entre les extrêmes et puis le parti présidentiel, qui a été polarisé sur les problèmes français et non pas les sujets européens. Et en fait, cette stratégie du président de la République de toujours faire bloc contre bloc, eh bien, moi, je montre qu'il y a une autre voie, qu'il y a une autre alternative que le parti présidentiel et les extrêmes. Alors, les résultats des dernières élections européennes sont un révélateur d'une fracture entre les politiques et les citoyens. C'est ce qu'on entend partout, pas que dans la circonscription, dans tout le pays. Qu'en sera-t-il le 30 juin prochain à l'issue de ces législatives? Comment renouer la confiance? C'est pas gagné. Écoutez cette réaction d'un habitant de Condé-sur-Vire. Quand je vois la petite guéguerre qu'il peut y avoir entre chaque parti, c'est un petit peu désolant. Je pense que la France n'a pas besoin de ça. Ce que je vous avoue, je ne les écoute plus. Parce qu'en fait, c'est des beaux parleurs, c'est tout. Faut pas se voler là. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ils ont tous à peu près, que ce soit droite, gauche, milieu, centre, FN, tout ce que vous voulez, ils ont le même dialogue. Ils vous promettent tout avant, et une fois qu'ils sont en place, ils font que des lois pour les arranger. Le gouvernement, il promet beaucoup de choses, mais il n'y a rien de réalisé. Ça n'aboutit à rien. Non. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Oui. Du tout. Voilà pour ces réactions d'habitants à Condé en Normandie, dans la circonscription. Noé Gauchard, vous dites quoi à ces Français, ces gens ces électeurs de votre circonscription qui disent on n'a pas essayé le Front National, on a envie d'essayer le Rassemblement National, pardon. Il y a cette musique qu'on entend énormément. J'ai envie de leur dire que je les comprends, évidemment, puisque les gouvernements successifs qui ont été au pouvoir n'ont effectivement pas tenu leurs promesses. Après, ils n'ont jamais essayé non plus le nouveau Front populaire et le programme social qu'on leur propose. Je vais détailler quelques mesures, parce que la première, c'est quand même l'urgence sociale. C'est ça qui fait qu'au quotidien, la vie, elle est difficile quand vous avez des salaires aujourd'hui qui sont en dessous du SMIC parce que vous avez des temps partiels. Hier encore, une habitante à Vire me disait en porte-à-porte qu'elle ne pouvait pas conduire ses enfants à l'école en voiture parce que le carburant était trop cher, qu'une retraitée qui avait une petite retraite de 800 €, alors que même qu'elle avait travaillé toute sa vie, ne pouvait pas se permettre de faire plaisir à ses enfants et à ses petits-enfants en les emmenant en vacances, au cinéma, en leur offrant des gâteaux parce que c'était trop difficile. Et ça, c'est intolérable. Et donc,
face à toutes les promesses qui n'ont pas été tenues, nous proposons ce programme d'urgence sociale, avec notamment le salaire minimum relevé à 1 600 € net par mois, et avec notamment le relèvement des pensions de retraite. Elisabeth Borne, il y a un bilan à défendre, celui de la majorité. Vous avez été Première ministre pendant plus de 20 mois. Aujourd'hui, vous êtes comptable en fait de ce qui est dit par ces citoyens. Quelle réponse? Moi, je parcours la circonscription, contrairement à d'autres ici, et j'entends en effet de l'impatience de nos concitoyens et des habitants de la circonscription en particulier sur des sujets comme le pouvoir d'achat, sur l'accès aux services publics, sur l'accès aux soins, sur les démarches administratives. Donc j'entends bien. Je rappelle que le premier texte de loi qui a été présenté par mon gouvernement, c'était un texte d'urgence pour le pouvoir d'achat. Et vous voulez que je vous dise, ni LFI, ni le Rassemblement national n'ont voté ce texte qui comportait des mesures de revalorisation des retraites, des minima sociaux, qui comportait une remise carburant qui était à l'époque de 30 centimes par litre. Eh bien, ni LFI, ni le Rassemblement national ne l'ont voté. Et moi, ce que je peux vous dire, peut-être ce que je peux vous dire, si vous permettez, ce que je peux vous dire, c'est que les promesses que vous faites aux Français, vous mentez aux Français. Vous mentez aux Français. Est-ce que vous avez discuté avec des artisans, des commerçants, pour savoir si l'augmentation de 10% des salaires que promet le Rassemblement national ou le relèvement de 200 € du SMIC que promet LFI et ses alliés, est-ce que nos commerçants et nos artisans peuvent payer? Vous êtes un menteur, Nicolas Calbrix, vous êtes un menteur, comme le dit Elisabeth Borne. La mesure, c'est l'exonération des charges sur les augmentations jusqu'à 10%, pour être précis. Et ce qu'on voit aussi, c'est que malgré votre premier texte, on voit que l'urgence sur le pouvoir d'achat est toujours là. C'est pour ça que nous proposons, nous, le temps des urgences, c'est-à-dire dès l'été, une baisse de la TVA sur les produits énergétiques, puisque c'est ça l'urgence pour les Français, se chauffer, pouvoir conduire, l'électricité, remettre en cause le marché européen pour pouvoir justement avoir une baisse, y compris pour les entreprises, du prix de l'électricité. Ça, c'est des mesures concrètes qu'on fera. Alors, on va écouter justement les habitants de cette circonscription de Viré-Rossi qui mettent le pouvoir d'achat effectivement dans les priorités. On le sent bien, vous avez parcouru cette circonscription depuis quelques jours, c'est le retour que vous avez. C'est un secteur où l'on a besoin de sa voiture pour se déplacer, ça coûte cher. Elle est très longue, hein, elle fait 90 km de Troarn jusqu'à Saint-Sever, hein, pour ceux qui connaissent ce secteur. On entend beaucoup de familles dire qu'elles n'y arrivent plus. Écoutez cette réaction d'un habitant qui vous interpelle. On voit bien que le ticket de caisse est beaucoup plus cher, qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on achète. On regarde beaucoup plus les tarifs, quoi. On compare. Je me rends compte qu'avant, on avait plein de petits plaisirs qui diminuent, parce que tout augmente. Et puis, on a comment on appelle ça, des obligations qui font que notre pouvoir d'achat diminue. Linda Lahalle, que répondez-vous à ces habitants? Que pourriez-vous faire pour leur pouvoir d'achat? Alors déjà, je peux me permettre je vais répondre par rapport au pouvoir d'achat, mais je n'ai pas pu intervenir tout à l'heure parce que je pensais que vous alliez me donner la parole concernant la désillusion des habitants. Effectivement, on a des habitants qui voient que leurs élus sont complètement déconnectés du territoire parce que avec la suppression du cumul des mandats, on a des élus, des députés maintenant qui sont hors sol et qui n'entendent pas les habitants et qui, effectivement, ne prennent pas conscience de leurs problèmes. Et donc, vous, demain, député, sur le pouvoir d'achat, quelles seraient les réponses concrètes? Sur le pouvoir d'achat, effectivement, on entend la souffrance des retraités, des familles. Et effectivement, déjà, il faut revaloriser le travail, faire en sorte que, quand vous avez une rémunération, enfin un travail, vous soyez correctement rémunéré. Et donc, c'est l'augmentation des salaires. Alors, effectivement, il faut financer cette augmentation des salaires. C'est aussi maîtriser le coût de l'énergie. Parce que l'énergie, il faut désindexer absolument l'énergie du marché européen, parce que les gens n'y arrivent plus, notamment en raison du coût de l'énergie. Et vous le disiez, c'est une circonscription où on se déplace beaucoup. Oui. Voilà. Oui, et c'est une circonscription qui, d'une certaine façon, va bien économiquement, parce que le taux de chômage est assez faible. Les entreprises ont plutôt des difficultés à trouver de la main-d'œuvre, du personnel. Quand on prend les grandes entreprises du bassin virois, que ce soit Guy de Graine ou la Normandise, il y a des dizaines de postes qui ne sont pas pourvus. Qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on pour attirer ces jeunes dans cette circonscription et leur éviter d'aller travailler sur Caen ou ailleurs?
Nicolas Calbris. Même parce que Chacun. on se fait traiter de menteur quand même. Je voudrais juste pouvoir Ouais, répondre alors, sur ce point. répondez rapidement Sur les mensonges. Vous savez, en 2022, avant l'inflation, notre programme mettait le SMIC à 1 400 € net par mois. Est-ce que vous savez à combien il est le SMIC aujourd'hui net par mois? Il est à 1 398,70 € net par mois. Et donc, on voit bien que le pays n'est pas en ruine. Alors que pourtant, c'est ce qu'on proposait en 2022. Il y a eu et donc, inflation, donc le bien SMIC a été revalorisé. Bien sûr, mais c'est ce que je vous dis. Et pourtant, le pays n'est pas en ruine. Donc, les mensonges sur lesquels vous nous attaquez, que les Français vont mieux malgré ça, juste si vous pouvez me laisser parler. Vous n'avez pas de 49.3 ici comme au Parlement pour faire taire tout le monde, donc je voudrais bien pouvoir finir ma phrase. Je dis que ce qu'on propose est tout à fait réalisable économiquement, et sur les artisans et les commerçants, il y a une caisse de péréquation qui doit être mise en place par l'État pour soutenir au début de l'intervention. Sur la revitalisation, vous avez raison, sur l'emploi. D'abord, il y a quel type d'emploi on a, quelle précarité de l'emploi par exemple, et ici on sait que dans la circonscription, le niveau de vie médian il est inférieur à celui en France. Et puis il y a aussi les services publics, parce que s'installer dans un territoire pour venir y travailler, c'est aussi avoir des services publics de proximité. Aujourd'hui, vous avez le délabrement de services publics, par exemple, de santé. Vous savez qu'il n'y a plus de consultations gynécologiques. Ça veut dire que des femmes qui viennent d'accoucher doivent faire au moins 35 km. On va l'évoquer dans un instant. Mais sur la sujet pour l'emploi, vous savez. Bouchard n'a pas de réponse pour les tensions de recrutement. Ouais. Moi, je peux lui dire que je pense que c'est très important de pouvoir former les jeunes dans la circonscription. Parce qu'évidemment, s'ils doivent aller à Caen ou dans d'autres grandes villes, c'est très coûteux. Et par ailleurs, peut-être qu'ils ne reviennent pas. C'est pour ça que moi, je me suis battue pour qu'il y ait une école de production. Et elle existe. Elle existe. C'est la région et le département qui font ça. 800 000 € payés par l'État. Donc à Condé, elle existe, cette école, Fil en Normandie, à Condé en Normandie, et elle va permettre de former des jeunes, y compris des jeunes en décrochage scolaire. Et je pense que le travail, il doit se continuer, parce que moi, je vois des entreprises formidables, et je trouve que vous donnez une mauvaise image de notre circonscription. On a des très belles entreprises. Ceprolec, vous voyez, le Goupil Industrie, c'est des très belles entreprises qui cherchent à recruter. Il faut des BTS dans la circonscription, dans nos lycées professionnels. Nicolas Calbris sur ce point. Ah, mais là, je pense qu'on s'éloigne aussi du débat. Madame Borne veut nous défendre un programme local. On ne faut pas non plus se tromper d'élection. C'est une élection législative pour un programme national pour élire le prochain gouvernement de la France. Donc, si Madame Borne veut être candidate au conseil général ou à la mairie de Vire, il n'y a aucun problème. C'est pas la même élection. Vous ne vouliez pas venir dans la circonscription, mais c'est quand même intéressant parce que c'est très intéressant. Mais ça aide à voter les bons textes au Parlement. La question qui sera posée aux Français le 30 juin, ça sera: est-ce que vous voulez tourner la page de la Macronie ou aller vers l'extrême gauche et vers le chaos? Mais vous vous présentez au suffrage des habitants de cette circonscription. Tout à fait. Et les habitants de cette circonscription, les habitants de cette circonscription sont attachés à la défense du pouvoir d'achat, la lutte contre l'insécurité, l'immigration, tous les programmes que nous défendons depuis des années avec le Rassemblement national. Ce que l'on dit sur ce diagnostic de cette circonscription du Calvados, qu'est-ce que vous proposez en matière d'emploi? Comment vous allez les défendre à l'Assemblée nationale? La formation, quelle sera votre priorité? En partenariat avec les entreprises pour pouvoir remplir les postes, ça c'est un premier point. Bien entendu, il y a plein d'autres problématiques locales. L'hôpital, vous en avez parlé, les déserts médicaux. On propose la possibilité d'exonérer d'impôt sur le revenu pour le cumul emploi-retraite de tous les professionnels de santé qui reprendraient une activité en étant à la retraite. Donc, vous savez que ça existe en ZRR, ce que vous proposez. Il y a plein de mesures locales que nous défendons, mais ne nous éloignons pas non plus pour revenir sur une élection. C'est une élection législative pour choisir le futur gouvernement de la France. Quand vous ne savez pas que le sud de la circonscription, les endroits où il y a un désert médical, sont en zone de revitalisation rurale, et donc il y a une exonération totale de charges fiscales et sociales, et donc vous ne proposez pas d'impôt sur le revenu. Non, mais je vous dis fiscal, ça veut dire ça, pas d'impôt sur le revenu. On va revenir au fond du débat quand même pour essayer d'apporter des solutions à ces habitants de cette circonscription, et notamment la question de l'accès aux soins qui pose vraiment problème. Oui, comment faire évidemment pour se soigner dans cette 6e circonscription du Calvados, où dans le bocage viroin, 10 000 patients n'ont pas de médecin traitant, 5 000 rien qu'à Vire-Normandie, même si des solutions sont trouvées. Le médicobus, également le centre hospitalier qui permet de recevoir des patients qui n'ont pas de médecin généraliste. Que pouvons-nous faire, Linda Lahalle, dans ce secteur-là? On entend beaucoup de choses, c'est quelque chose qui revient, ça concerne toutes les circonscriptions de Normandie, la difficulté d'avoir accès à la médecine, aux soins. Alors c'est déjà faire venir des médecins, parce qu'il faut rendre, et pour cela c'est comme pour l'emploi, il faut rendre la circonscription attractive, et notamment la désenclaver, parce que pour faire venir des gens, il faut aussi qu'il y ait une accessibilité, notamment dans le sud de la circonscription. Alors,
Moi, je suis conseillère régionale de Normandie, donc la région a beaucoup de leviers et travaille beaucoup avec les élus locaux pour justement la formation. On parlait de formation tout à l'heure pour garder des emplois sur place. Est-ce qu'il faut obliger les médecins à s'installer là où il y a des déserts médicaux, comme on le dit de plus en plus ? Je ne pense pas que la loi aujourd'hui oblige, qu'on puisse obliger un médecin, mais en tout cas inciter. Quand on oblige quelqu'un, c'est pas sûr qu'il y reste. Il y a déjà eu des incitations sans forcément réussir. On incite en fin de formation, en fait, pendant la dernière année de formation, d'aller en territoires ruraux et puis de découvrir un territoire rural. Il peut y avoir de fortes chances que le médecin ait envie d'y rester, notamment si on fait tout en sorte pour que le médecin reste. Je pense notamment d'exercices partagés, les pôles de santé, les maisons de santé, voilà. Est-ce qu'on permet à des médecins qui ont atteint l'âge de la retraite de continuer leur activité ? Est-ce qu'on les accompagne financièrement? Est-ce que ça peut être une solution? Noé Gauchard. Ça fait partie des options, mais ce qu'il faut, c'est travailler dans la durée et avoir des jeunes médecins qui viennent s'installer. Vous dites effectivement que l'obligation... On a tout essayé. Vous dites, non, justement, pas tout encore. C'est pour ça, il y avait pendant effectivement un des projets de loi, un amendement pour favoriser la régulation de l'installation des médecins, et notamment en zone rurale. Et effectivement, ni le Rassemblement national, ni Renaissance n'ont voté ces amendements-là. Et alors, qu'est-ce qui prend le relais quand vous dites qu'il y a effectivement 10 000 personnes sur la circonscription qui n'ont plus de médecins traitants, qui ne peuvent pas avoir accès à un rendez-vous avec un généraliste rapidement quand ils ont un souci de santé? Qui prend en charge? C'est l'hôpital public. C'est l'hôpital public de Vire qui a pris en charge en urgence cette situation. Donc il faut renforcer les moyens de l'hôpital public. C'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire renforcer les services publics. C'est pas la clinique privée du suppléant de Madame Borne, Monsieur Certain, qui aurait pris en charge cette mission de service public. C'est une clinique en plus qui est fermée, qui ne organise les soins qu'en fonction des opérations programmées et qui ferme le week-end la clinique. Moi je vois Monsieur Gauchard, j'ai vu Monsieur Gauchard qui faisait une vidéo devant l'hôpital de Vire. Manifestement, vous n'êtes pas entré dans l'hôpital parce que vous affirmez qu'il n'y a pas de service d'urgence. Moi, j'ai rencontré, mais j'y suis allé, j'ai madame, rencontré en 2022, je sais pas si les vous étiez là, services déjà d'urgence et je salue le travail qui est fait par les soignants. Et on a mis 4 millions d'euros sur l'hôpital de Vire qui vont notamment permettre de moderniser les urgences dans l'hôpital de Vire. Mais effectivement, il faut former plus de médecins. C'est pour ça qu'on a fait sauter ce qu'on appelle le numerus clausus, qui empêchait de former suffisamment de médecins. Et donc, du coup, on va passer de 8 000 médecins formés à 16 000. Et Madame Lahalle a raison de souligner que la 4e année d'internat, qui est maintenant prévue en médecine générale, permet de découvrir des beaux territoires comme le nôtre. Nicolas Calbrix, vous obligez les étudiants en médecine à s'installer à Vire, à Évrecy, là où il y a les déserts médicaux demain? Obligé non, inciter fortement oui, et faire découvrir les territoires durant les années de médecine, c'est une excellente idée. Mais de quelle manière? Parce qu'on a déjà essayé l'incitation financière. Après, bien sûr, les incitations financières, mais moi je reviens sur l'urgence. On peut travailler sur le long terme, mais il faudra, ça sera un second temps, mais il y a une urgence. L'urgence, c'est aujourd'hui de remettre des médecins. Comme vous l'avez dit, il y a 10 000 personnes qui n'ont plus de médecins traitants. Oui, si donc, nos chiffres pour connaître l'urgence, c'est de remettre des médecins maintenant. Donc c'est pour ça que notre proposition pour autoriser les médecins en retraite à cumuler sans payer d'impôts, c'est une excellente mesure qui permettra de remettre concrètement à très court terme et de parer à l'urgence. C'est déjà fait. Ça existe déjà. Moi, j'ai discuté avec des médecins de la circonscription qui sont partis à la retraite, qui ont vendu leur cabinet avec des successeurs, et puis finalement, les successeurs sont partis. Et les médecins ont repris leur activité une journée par semaine et avec une patientèle énorme. Amplifier le fait qu'on ne paye pas d'impôt sur le revenu, c'est extrêmement important. Quand on est à c'est difficile de faire. Et puis ça sera quand surtout? Parce que quand même, on voit Monsieur Bardella sur les plateaux télé qui depuis 3 jours nous dit que ça ce sera plus tard, ça on verra après, que abolir la réforme des retraites finalement on verra ça plus tard, que l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans finalement on verra ça plus tard. Donc on passe en même temps macroniste à dans un second temps du Rassemblement national. Voilà, on verra ça plus tard quand on aura la possibilité, quand on aura les moyens. Faire un premier audit pour savoir la situation que Madame Borne et ses amis nous laissent. On a besoin d'un audit pour voir que ça se passe mal aujourd'hui l'hôpital public. Pour savoir concrètement, puisque il va falloir venir à l'hôpital de Vire pour voir qu'il n'y a pas besoin de faire un audit, pour monsieur. Les comptes de l'État, les moyens de l'État et les comptes de l'État, pour faire un audit, pour savoir concrètement les marges de manœuvre dont nous disposons. On ne va pas promettre la lune. Comme on l'a dit, on fera le temps des urgences avec des mesures extrêmement concrètes sur le pouvoir d'achat, l'immigration et la sécurité dans un premier temps, et ensuite une loi budgétaire qui traiteront les priorités que l'on a définies. Les gens auront un médecin traitant, si vous deviez être élu au soir du 7 juillet prochain, quelles seraient les uns les autres votre priorité en tant que député de cette circonscription? Noé Gauchard. Alors la priorité, je l'ai dit, c'est le pouvoir d'achat, j'ai déjà cité nos mesures. La deuxième, c'est le renforcement des services publics. Les services publics, c'est le réinvestissement dans les services publics. On a cité la santé, donc je ne vais pas y revenir, on peut citer l'éducation aussi. C'est 41 classes qui ferment
ferment à la rentrée dans le Calvados. C'est des élèves qui vont se retrouver sans classe, qui vont devoir changer d'école. C'est le collège du Val-de-Vire qui a fermé avec des gens qui vont devoir être transférés dans un nouveau collège qui n'a pas la capacité pour les accueillir. Donc c'est le renforcement de tous les services publics de proximité. Concernant le collège du Val-de-Vire, effectivement, c'est un feuilleton qu'on a beaucoup suivi avec voilà, un établissement qui doit fermer dans les prochains mois. Vous bloquez cette fermeture? Vous avez le pouvoir, vous, en tant que député, de décider de revenir en arrière? C'est le département qui décide, donc il faut voir avec eux. Mais on voit bien que celle qui nous promettait d'être une première ministre, pas le pouvoir de bloquer ça. Vous pouvez me laisser finir, celle qui promettait d'être une première ministre qui allait agir sur les territoires. Finalement, c'est la même politique qui est menée, c'est une politique de fermeture des établissements scolaires qui est menée à un niveau national, que le département applique sur le terrain. Et c'est du mépris pour les citoyens, c'est du mépris pour les gens qui ne peuvent plus avoir ces services publics de proximité, qui apprennent dans le journal que leur collège va fermer du jour au lendemain. On se bat, on a compris. De la circonscription, je ne pense pas. Pour ne pas fermer ce collège du Val-de-Vire, est-ce que dans le tissu rural, parce qu'on parle beaucoup de vire, on parle de l'économie, on parle de ces entreprises qui cherchent du personnel, mais il y a aussi tout un tissu rural qui a plutôt mis le Rassemblement national en tête lors des dernières européennes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on leur parle à ces gens qui se sentent délaissés, abandonnés, Isabelle Borne? Moi, je pense que c'est très important de remettre de la vitalité des services publics dans ces territoires. Vous savez, c'est tout le sens des maisons France Service. Comme monsieur n'est pas venu dans le territoire, je tiens à disposition de tout le monde la carte des maisons France Service et des conseillers numériques que nous avons dans le territoire. Je pense aussi très important, moi je note qu'on peut soutenir l'installation de commerces multiservices en milieu rural. Et ça, je pense que c'est très important. Redévelopper des cafés, remettre de la proximité. Mais Nicolas Calvrix, vous demandez comment est-ce qu'on parle à ces habitants. Nous, on n'a pas de problème pour leur parler. Ils nous ont passé largement en tête. Mes concurrents ont beaucoup de problèmes pour leur parler. Ils cherchent des choses, ils cherchent des cartes, ils cherchent des moyens de leur parler. C'est la circonscription. Ils cherchent pour en parler. Nous, les électeurs ont tout à fait compris. Nous proposons les mesures qu'ils plébiscitent élection après élection. Et je leur dis, le dimanche 30 juin, vous avez la possibilité d'enfin élire un député Rassemblement National. Oui, mais ça, c'est effectivement, dans cette circonscription. C'est le message voté pour moi, on l'a bien compris. C'est plus ce qu'il propose votre futur Premier ministre. Que proposez-vous très concrètement pour ces territoires qui se sentent abandonnés, qui se disent on n'a jamais eu la parole, on a des services publics qui disparaissent, on n'a plus de commerce, on a les écoles, il faut se battre sans arrêt pour aller conserver. On a des routes qui ne sont pas forcément aménagées, on a un problème d'enclavement. Qu'est-ce que vous leur dites? Les premières priorités, c'est celles qu'on défend au Rassemblement National et qu'on défend depuis des années et qui plébiscite élection après élection, c'est la défense du pouvoir d'achat, la lutte contre l'immigration et la lutte contre l'insécurité. C'est très générique, ça. On a encore des mesures tout à fait nationales pour quelqu'un qui a découvert la circonscription il y a 10 jours. Mais si vous voulez être conseiller général de la circonscription ou d'un canton, ça sera en 2028. Mais l'insécurité, monsieur, c'est par exemple une brigade mobile qui a été réinstallée dans la circonscription. Alors ça ne doit pas vous parler, c'est à nous de Sienne et à Soulèvre en Bocage, ça ne doit pas vous parler, mais donc là, il y a, vous voyez, de la sécurité en plus pour les habitants de la circonscription. Lidala, dans le contexte aussi, comment pourriez-vous peser, vous, demain, la droite, le centre, on parle beaucoup des 3 blocs, à gauche, à l'extrême droite, le bloc macroniste. Ce sera compliqué pour vous de peser à l'Assemblée, de faire bouger les lignes pour vos citoyens, vos électeurs? Alors moi, je voudrais répondre, parce que je ne suis pas intervenue dans le débat, je suis assez polie, donc je n'interviens pas, je ne m'impose pas trop dans les débats. Mais tout à l'heure, quand vous parliez de redonner de priorité, moi, c'est effectivement, je pense que le pouvoir d'achat, c'est vraiment une priorité, parce que c'est maîtriser le coût de l'énergie, c'est derrière tout ça, vous travaillez sur la mobilité, vous travaillez sur l'emploi, et notamment, moi, je suis déléguée à l'économie sociale et solidaire, et il y a un formidable levier pour justement ramener les personnes à l'emploi et donner de la vie dans les communes pour qu'effectivement il y ait des services, c'est l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est le tissu associatif et tout ce que apporte le tissu associatif avec la culture et tous les services qu'il peut proposer. Une question rapide, on arrive à la fin de cette émission. Dans le cas où vous ne seriez pas qualifié pour le second tour, vous appelez à voter pour qui? Alors moi, je ne parle pas du second tour, parce que déjà, on va attendre de finir le premier tour. Et puis, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'on a trouvé notre équilibre. En fait, on a prouvé, en fait, mon mouvement a prouvé qu'on était capable de s'unir quand il s'agissait de voter des lois. Pas de consigne de vote. Non, mais même si vous avez un choix entre Noé Gauchard, Nicolas Calvrix ou Elisabeth Borne, vous ne faites pas de choix.
C'est ce que vous nous dites, Lina Laval. Je me dis que nous ne sommes pas au deuxième tour, donc je finis le premier même tour chose, déjà. Même question, de Gauchard. Si vous n'êtes pas qualifié au second tour. Même réponse, madame là, elle a raison. Moi, je voudrais juste dire aux gens qu'ils ont le choix entre les casseurs sociaux qui leur disent droit dans les yeux, qui mettent la retraite à 64 ans à coup de 49.3, et les arnaqueurs sociaux qui ont un beau programme social qui s'étiole jour après jour, plus ils approchent du pouvoir. Vous avez le troisième choix, c'est le Front populaire et ce programme d'urgence sociale. Un mot de conclusion, Nicolas Galbrix et Elisabeth Borne, que voulez-vous dire aux auditeurs, téléspectateurs qui... La première chose, je leur dis, allez voter. Parce que quand le peuple vote, le peuple gagne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous pouvons gagner. Nos mesures ont été plébiscitées aux élections européennes, notre programme a été plébiscité, et je dis aux Français que nous sommes prêts à gouverner avec Jordan Bardella pour un changement de cap pour notre pays. Nicolas Galbrix pour les Rennes. Elisabeth Borne. Que moi, je souhaite m'engager durablement pour ce territoire, que j'y ai déjà des résultats concrets depuis 2 ans, et que par rapport à tous ceux qui vendent du rêve qui va se terminer en cauchemar, je pense qu'on doit pouvoir proposer des mesures réalistes, concrètes et rapides pour aider les habitants de notre circonscription et tous les Français. Alors, on a entendu vos messages. Rendez-vous maintenant le 30 juin pour voir s'ils ont été entendus. Merci d'avoir participé à ce débat sur France 3 et France Bleu Normandie. On va découvrir, et je vais vous demander en fait de quitter le plateau parce qu'on va accueillir d'autres candidats, à savoir de la première circonscription de la Manche. Mais on va découvrir, pendant que vous laissez vos places, les autres candidats en lice dans cette 6e circonscription du Calvados, à savoir Esteline Caillemé pour Reconquête, Pascal Géroget pour Lutte ouvrière, Bérangère Larégny pour le nouveau parti anticapitaliste et Philippe Hambourg pour Debout la France. Voilà, rendez-vous le 30 juin prochain pour voir le résultat dans les urnes. On poursuit notre grande soirée débat sur les antennes de France 3 et France Bleu. Coup de projecteur à présent sur la première circonscription de la Manche, celle de Saint-Lô, 40 ans. Alors que les candidats sont en train de s'installer, on découvre les enjeux avec Pierre Maripeau. La première circonscription de la Manche compte 116 000 habitants répartis sur une bande de territoire qui s'étire du plein Cotentin au bocage saint-lois. C'est une vieille terre d'élevage, un pays de chevaux et de vaches laitières. Les 2 principales villes sont Carentan, la capitale des Marais, passante et commerçante, et Saint-Lô, la ville-préfecture et son tissu économique dynamique. Dans le bassin de Saint-Lô, le taux de chômage est un des plus bas en Normandie. Mais tout n'est pas rose pour autant. La main-d'œuvre manque, l'accès au logement est difficile et les médecins font cruellement défaut. Cette circonscription est historiquement acquise à la droite. En 2022, Philippe Gosselin a d'ailleurs été réélu dans un fauteuil face à l'écologiste Guillaume Edouin. Mais sur cette terre de tradition modérée, la poussée du Rassemblement national bouscule toutes les certitudes. Voilà, elle m'a rejoint sur ce plateau pour ce 2e grand débat sur France 3 Normandie et France Bleu. Benoît Martin de la rédaction de France Bleu Cotentin. Bonsoir Benoît. Bonsoir Franck. On a accueilli, ça y est, les candidats, ils viennent tout juste de s'installer, c'est du live. On va rappeler rapidement les enjeux sur cette circonscription. On a un député LR qui est en place depuis 2007. Tout à fait. Voilà, qui se représente pour un 5e mandat. Oui. Voilà. Un mandat raccourci. Voilà. Et face à vous, Philippe Gosselin, bonsoir. Nous avons d'autres candidats. À commencer par Franck Simon, bonsoir. Responsable du Rassemblement national dans la Manche et candidat pour la 2e fois sur cette circonscription. Troisième fois. Michael Masson, bonsoir. Vous défendrez les couleurs de la majorité présidentielle sous l'étiquette Modem. Et puis également Guillaume Edouin, écologiste, élu à la région, candidat pour la 2e fois sur cette circonscription au nom du Parti Front populaire. Exactement. Exactement. Mais par contre, je ne sais pas si Philippe Gosselin est candidat des LR. Il me semble qu'il est à droite. Vous lui poserez la question. On aura l'occasion de clarifier les choses. Ça nous met dans l'ambiance. Ce seront au total 8 candidats qui seront opposés au premier tour des législatives le 30 juin prochain sur cette circonscription. On découvre les autres noms. Laurent Pessagny pour Reconquête, Olivier
Olivier Lewy pour Lutte ouvrière, Jacques Poisson pour le mouvement de la ruralité et Baptiste Rageot pour Equinox. Nous sommes dans une circonscription où il y a beaucoup d'enjeux, Benoît, où rien n'est joué. Ah non, c'est sûr, cette fois-ci, rien n'est joué. Il reste 10 jours de campagne pour vous. Philippe Gosselin, vous êtes le sortant. Vous aurez peut-être l'occasion d'ailleurs de tout de suite répondre à Guillaume Edouin. Mais j'ai envie de vous demander, on a envie de savoir ce soir si vous êtes serein dans le contexte actuel. Après le résultat des européennes sur cette circonscription, faible score des Républicains, score très important du Rassemblement national, mais aussi de l'extrême droite en général. Écoutez, vous savez, quand on aborde une élection, on n'est jamais totalement serein. L'expérience montre que les situations qui paraissent acquises peuvent ne pas l'être. On l'a vu dans d'autres scrutins. Donc toujours être sur ses gardes. Ça veut dire faire campagne, ça veut dire mettre en avant un bilan, un projet, aller au-devant des gens. Mais ça, je le fais déjà au quotidien. J'essaie de me démultiplier et pas simplement à la veille d'une élection comme d'autres. Donc jamais serein, mais encore moins serein, pas sur ma petite personne, mais sur la situation dans laquelle nous nous trouvons, une situation quand même inédite. Un président qui seul décide d'une dissolution dans une période quand même très particulière, et aujourd'hui des gens qui se posent beaucoup de questions, ceux que nous rencontrons sur les marchés, avec qui nous discutons, nous échangeons, sont très inquiets. Et moi aussi, je suis très inquiet pour mon propre pays, la France. On ne va pas en faire le débat parce que c'est pas le sujet. Les gens qui nous écoutent veulent des réponses à leurs problèmes, que ce soit santé, que ce soit pouvoir d'achat. Mais une précision, Guillaume Edouin l'évoquait, c'est... sur mon positionnement politique. Alors écoutez, moi, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est fini avec les LR ? Je vais vous dire, réponse très, très claire. Je me définis toujours comme un gaulliste de droite, de bon sens, social, ça n'a pas changé. En revanche, je suis en retrait pour le moment, je dis bien pour le moment, tout le temps que le cas Ciotti n'est pas réglé, je suis en rupture complète avec Éric Ciotti, tout le temps que le cas Ciotti n'est pas réglé, donc je me présente sous l'étiquette d'hiver droite. Il n'y a pas de tromperie, je suis à droite, je n'ai pas changé, mais pas celle de Ciotti. Face à vous, vous aurez quelqu'un que vous avez affronté déjà il y a 2 ans, Franck Simon, candidat du Rassemblement national, le RN qui progresse quand on regarde les scores des européennes. Habituellement, dans cette circonscription qui est plutôt modérée de centre-droit, je dirais historiquement, il n'y a pas de problème de délinquance, il n'y a pas de problème d'immigration dans cette circonscription. Là, je vais m'inscrire en faux. Pas de problème de délinquance sur la Manche et dans la circonscription en particulier, mais dans la Manche en général, c'est faux. Quand on regarde sur l'année... Ce que je veux dire, c'est que moins qu'ailleurs. Ah d'accord, enfin, moins qu'ailleurs peut-être, mais enfin quand même, plus 34% de cambriolage. Plus 35% de trafic de drogue, 750 agressions sexuelles sur le territoire de la Manche. Si vous n'appelez pas ça une progression de l'insécurité... Donc c'est là-dessus que vous allez faire campagne Mais pas que, sur d'autres thèmes évidemment. Mais arrêtons de dire que la Manche est un département sûr. 40 ans les Marais, dont vous êtes issu, Monsieur Gosselin, et où je réside, devient une plaque tournante de la drogue. Michael Masson, vous êtes un peu l'invité de dernière minute, un peu surprise dans ce scrutin. Vous êtes professeur dans l'Orne, vous représentez le MoDem et la majorité présidentielle sortante, on va dire. C'est une première pour vous dans un scrutin de ce genre. C'est pas forcément le meilleur moment pour démarrer sa vie politique, j'ai envie de dire. Non, effectivement, c'est pas le meilleur moment pour commencer sa vie politique, mais je n'ai pas comme ambition d'avoir une vie politique. En revanche, j'ai une réelle ambition d'avoir une démarche citoyenne au service des enfants. Parce que les grands absents de tout ce débat aujourd'hui, ce sont les enfants. Aujourd'hui, nous avons un pays qui se déchire. Les enfants qui ne votent pas. Alors, pour être très clair, pour bien comprendre, c'est que vous avez placé dans votre priorité, c'est de faciliter, d'améliorer la vie des enfants. C'est ce que vous dites. Notre société est aujourd'hui en pleine rupture, fracture. On a du contre d'un côté, du contre de l'autre. Ce que l'on oublie, ce sont les forces vives qui arrivent, qui sont très très jeunes, moins jeunes. Et ces forces vives ont besoin qu'on les considère et qu'on prépare leur avenir, pas simplement nous, mais aussi eux. Que ce soit un travail commun, un travail d'écoute, de relation, de concertation. Alors, face à vous, vous aurez également Guillaume Edouin. Vous étiez déjà candidat en 2022 sur cette circonscription, battu par Philippe Gosselin. Vous représenterez le nouveau Front populaire sous l'étiquette Europe Écologie. Dans quelle mesure vous pouvez vous imposer face à des blocs qui paraissent bien installés quand on regarde le résultat des européennes, au RN
et chez les Républicains, avec un député sortant qui se représente. Nous, on arrive tout simplement avec un projet qui est là pour être désirable. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un bloc qui s'est complètement démobilisé, qui est en train de se décomposer, qui est le bloc central de droite. Et on a aujourd'hui une remobilisation du bloc d'extrême droite, puisqu'on peut indiquer que c'est l'extrême droite. Nous, on est... le Conseil d'État vous dira que c'est l'extrême droite, et le Conseil d'État dira que nous, effectivement, on porte un projet d'union de la gauche, et qui est très large. Cette union de la gauche avec, effectivement, une gauche qui est exigeante, une gauche qui souhaite revenir sur un projet tel qu'on a connu en 80, mais tel qu'on a connu aussi une gauche qui a porté la sécurité sociale lors du Conseil national de la résistance. Monsieur Gosselin est gaulliste, mais c'est plutôt le gaulliste de la fin de Pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché en fait en 2022 au Conseil national de la résistance. Les grandes avancées de la gauche. Edouin, soyons clairs, votre suppléante est une insoumise, donc c'est le programme de Mélenchon. Il ne faut pas non plus nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Avant tout, ma suppléante est une maraîchère qui aujourd'hui cultive des légumes pour les habitants de la Manche. Bien sûr, mais c'est compliqué quand même pour vous justement de faire entendre, Guillaume Edouin, c'est compliqué pour vous de faire entendre aux électeurs effectivement cet alliage à gauche qui fait beaucoup parler quand même, avec des différences concrètes en termes de programme. Évidemment, ceux qui attaquent aujourd'hui la gauche vont forcément trouver un bouc émissaire, vont forcément trouver quelque chose qui ne convient pas dans ce bloc de gauche. Mais la réalité, c'est qu'en une semaine, ce bloc de gauche a réussi à s'entendre, a réussi à avoir des candidats sur l'ensemble des circonscriptions, avec au final très très peu de mésententes. Un bloc qui va éclater le 8 juillet au matin. Et vous n'êtes pas d'accord entre vous sur un certain nombre d'éléments. Donc honnêtement, il y a un cartel électoral et c'est pas interdit, mais le programme est quand même très bancal. Alors on va parler programme, justement. Ah oui. On va parler des solutions que vous proposez pour ces habitants de Saint-Lô-40. On parlait des candidatures. Moi, je voulais juste demander à monsieur Gosselin, puisqu'il est élu depuis 2007, pourquoi il se représente encore une fois? Pourquoi faire? Dans quel groupe vous allez siéger? Rapidement, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a besoin de stabilité. Et il faut présenter une candidature qui permette de refuser l'aventure, le chaos dans lequel certains veulent entraîner le pays. Voilà. Moi, je suis au quotidien aux côtés des gens, je connais les difficultés de ce territoire, j'y vis, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas de tout le monde, on en a dehors département. Mais je sais que vous y vivez, je ne pense pas à vous en particulier, mais je pense être suffisamment présent sur le terrain pour continuer à être le porte-parole de ce territoire. On va avancer si vous voulez bien. On va avancer si vous voulez bien pour essayer de parler à ces électeurs qui... oui, tout à fait. Mais qui voteront pour vous, peut-être, le 30 juin prochain. On va parler pouvoir d'achat. Mais oui, parce que c'est quand même effectivement une des problématiques qui inquiète beaucoup en ce moment. Le pouvoir d'achat en baisse en raison de l'inflation, évidemment, des charges qui augmentent, les salaires, eux, qui augmentent très peu, voire qui stagnent. Il y a de l'emploi dans la Manche et dans cette circonscription, un très faible taux de chômage, mais on ne vit plus forcément de son travail. Alors, dites-nous, si vous avez le pouvoir demain, ce que vous allez faire pour tout simplement redonner du pouvoir d'achat à cette population et de la confiance en son avenir propre. Michael Masson, peut-être. Alors, très rapidement, des mesures très simples. Par exemple, indexer le montant des retraites sur l'inflation, peut-être une solution. Sur le long terme, je pense qu'il est important que nous nous posions la question de quel est le devenir économique de la Manche. Il y a un souci, c'est des postes qui ne sont pas remplis aujourd'hui parce que les offres d'emploi ne sont pas prises par les demandeurs d'emploi. Et deuxième chose, une démographie qui fait que la Manche est un département vieillissant. C'est à long terme, mais le problème de pouvoir d'achat, il est immédiat pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait concrètement tout de suite ? Concrètement, tout de suite, on agit avec des mesures immédiates telles que, par exemple, indexer les retraites. On peut aussi favoriser la prime de rentrée scolaire. On peut travailler aussi sur la répartition des richesses au sein de l'entreprise et travailler plus sur peut-être des systèmes de coopération et de collaboration entre les chefs d'entreprise et leurs salariés. Guillaume Edouin, dans les propositions du nouveau Front populaire, il y a ce passage du SMIC à 1 600 €. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose effectivement qui peut être très attractif, très populaire, pour reprendre effectivement un terme qui vous est cher. Mais comment on le finance ?
Est-ce que les entreprises vont être prêtes à payer 200 euros de plus, participer à 200 euros de plus de salaire par mois? On va financer au même niveau, c'est-à-dire qu'à un moment, on passe aussi pour celles qui sont les plus petites, les artisans, les commerçants, on passe forcément par des dégrèvements, une compensation, le temps effectivement qu'on est clairement dans une politique keynésienne, c'est-à-dire qu'on va redonner en fait à la machine aussi du pouvoir d'achat grâce à cette augmentation qui va bénéficier au final à ces entreprises. Ça se met en place quand? Ça se met en place rapidement, c'est-à-dire qu'on passe vite aux 1 600 €. Évidemment, on a des politiques de développement. C'est quand? C'est le mois de septembre, c'est le mois d'octobre? C'est dès la rentrée, effectivement. C'est dès la rentrée. D'accord. Si on vote pour vous, le SMIC passera à 1 600 € dès la rentrée. Exactement. Alors, ce passage au SMIC dès la rentrée, il est aussi accompagné d'une grande conférence en fait sur les professions, la formation professionnelle, pour qu'on puisse aujourd'hui avoir une société du travail qui soit vraiment adaptée à ce monde du travail. Franck Simon, on entend ses préoccupations autour du pouvoir d'achat, on a du mal à boucler les fins de mois, on a des familles effectivement qui sont un peu démunies, qui disent moi j'y arrive plus et qui... On l'a entendu dans le débat précédent tout à l'heure sur la circonscription du Calvados, qui nous disent en fait, moi je ne crois plus dans les politiques. C'est plus possible. Ils nous ont fait des tas de promesses qui n'ont jamais été tenues. Qu'est-ce que vous leur dites? Ce qui n'est pas faux. C'est vrai que les politiques jusqu'à aujourd'hui n'ont pas tenu leurs promesses. Mieux que d'autres. Nous, en tout cas, c'est un thème de campagne qu'on aborde depuis 2017 ou même 2017-2022. À chaque élection présidentielle, on a abordé la problématique du pouvoir d'achat. Il faudra... Si demain on gagne les législatives et que Jordan Bardella devient Premier ministre, tout de suite ce qu'on appelle nous mettre en place les mesures d'urgence et le pouvoir d'achat en fait partie. Et notamment par une baisse de la TVA sur l'énergie et les carburants. Tout de suite on passera à 5,5 de TVA. Ça veut dire quoi au niveau du carburant? Donc, est-ce qu'on plafonne les prix des carburants? Non, on ne plafonne pas. On baisse la TVA à 5,5. Mais il y a un recul parce que vous alliez plus loin, vous étiez aussi sur les produits de première nécessité et ça maintenant on ne sait pas si ça sera. Tout à fait. Donc est-ce que les électeurs peuvent être sûrs de ce que vous annoncez aujourd'hui? Parce que ça a changé déjà. En tout cas, ils peuvent être plus sûrs sur nos propositions que sur celles des autres, puisque les autres, ils sont au pouvoir depuis 20 ans, ils ne les ont jamais appliquées. Donc, réponse de Philippe Gosselin là-dessus. Réponse de Philippe Gosselin, comme vous dites. Les 1 600 €, soyons clairs, il y a beaucoup d'entreprises qui auront bien des difficultés. On peut promettre monts et merveilles, il y a bien un moment où quelqu'un paye. C'est l'entreprise. L'entreprise, elle se paye aussi sur ses prix de vente, ses prix de revient, etc., forcément. Et celui qui aujourd'hui est à 1 600 €, il ne va pas rester à 1 600. Donc il va falloir le mettre à 1 700, 1 800, ce qui est tout à fait logique. Et quand Guillaume Edouin dit on va dégréver, il faut savoir, ça fait partie des amendements Fillon, que depuis de longues années, ces salaires sont déjà pour une part largement exonérés de charges. Donc c'est déjà fait. La hausse des salaires, la promesse de passer à 1 700 €. Elle n'est pas réaliste. Et d'augmenter de 10% l'ensemble des salaires, c'est ce qu'on a. Ce n'est pas réaliste, soyons clairs. Et puis, du coup, vous proposez quoi du coup? On entend que c'est pas réaliste. Attendez, à chaque augmentation. Je termine. Attendez, chacun son tour. À chaque fois qu'on va augmenter les congés payés, on dit que c'est pas réaliste. À chaque fois qu'on dit qu'on va réduire du temps de travail, qui est aussi une autre manière d'augmenter les salaires en réalité, exactement, à chaque fois, on va indiquer ça n'est pas réaliste. Et pourtant, c'est aujourd'hui la marche de ce pays d'aller vers plus de bien-être pour les salariés, tout en ayant plus de compétitivité, puisque notre pays est compétitif. Monsieur Edouin, je peux parler ou pas? Voilà, si on peut s'écouter, ça sera mieux. Non, je ne vous ai pas interpellé, je vais essayer de répondre aux questions. Et donc, je disais que sur le thème du pouvoir d'achat, on avait, il y a quelques années, ça s'appelait travailler plus pour gagner plus. L'exonération des charges pour la partie salariée comme pour la partie patronale, un truc qui marchait plutôt bien. Tout le monde en était très content. Je rappelle que la gauche, avec M. Hollande, qui est d'ailleurs un candidat soutenu par la NUPES 2, eh bien, que la gauche est revenue sur cette exonération et sur la fin de l'exonération. Donc, je crois qu'il faut revaloriser le travail, ça c'est évident. Ne pas désindexer les retraites, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet. Il ne s'agit pas de les indexer, il s'agit de ne pas les désindexer, parce que ça existe déjà, cher collègue. Mais j'ai pas fini. On va essayer d'avancer, si vous voulez bien, pour voir un peu ce qu'attendent ces habitants de cette circonscription Saint-Lô 40 ans. C'est un secteur comme l'ensemble de la Manche, hein, Benoît, où il y a du travail avec un tissu économique dense et des PME qui portent ce territoire. C'est un peu l'identité aujourd'hui de cette circonscription. On pense à l'agriculture, à l'agroalimentaire, mais ce sont aussi des secteurs d'activité qui souffrent trop de normes, trop de contraintes administratives. C'est un véritable casse-tête
pour les chefs d'entreprise, mais aussi, on l'a entendu en début d'année, pour les agriculteurs qui sont nombreux dans ce secteur. Michael Masson, qu'est-ce que vous leur dites? Avec nous, on va tout simplifier? Non, déjà, il y a un vrai travail à faire sur la norme. Il est déjà entrepris depuis plusieurs années et il va falloir continuer à aller dans ce sens-là. C'est un travail de longue haleine. Si des normes doivent arriver, effectivement, ça doit être des normes de simplification et qui permettent à nos agriculteurs, qui sont pour la plupart des petits agriculteurs, en tout cas à la tête de petites exploitations, de travailler en synergie de façon à réduire les coûts et qu'enfin ils puissent partir en vacances. Franck Simon, au Rassemblement national, vous dites quoi à ceux qui vous disent on ne peut plus travailler finalement, dès qu'on veut embaucher c'est compliqué, les agriculteurs qui estiment qu'ils travaillent sans se verser de salaire, vous leur répondez quoi? Vous leur promettez quoi qui soit possible? Le vote des européennes traduit bien ça, je trouve. Il traduit le ras-le-bol des Français des normes qui, pour la plupart nous viennent de Bruxelles et qui sont transcrites en droit français ou en tout cas par les gouvernements successifs. Les Français ont montré qu'ils en avaient un ras-le-bol. Nous, effectivement, nous diminuerons le nombre de normes. Et je pense notamment aux normes écologiques, par exemple, qui prescrivent demain qu'on arrête les moteurs thermiques. Mais pour la ruralité, c'est un drame, parce que est-ce qu'ils vont avoir les moyens de rouler en électrique? Non, mais ils ont besoin de leur voiture tous les jours. Je pense que c'est ça aussi qui fait peur aux Français. Vous voyez, c'est ce genre de projet. On leur dit, voilà, en 2030 ou en 2035, fin des moteurs thermiques. Mais alors, fin des moteurs thermiques, ça pose aussi la question, justement, et je vais m'adresser sur cette thématique. De l'énergie. De l'énergie. Ah oui, on va y venir. Oui, de l'énergie, mais également du réchauffement climatique. Cher à vous, Guillaume et Édouin, qu'est-ce qu'on fait dans cette circonscription pour lutter? Est-ce que vous avez un programme de députés qui seraient élus au soir du 7 juillet pour lutter contre ce réchauffement climatique? Est-ce que c'est quelque chose qui se défend, qui se combat au niveau d'une circonscription comme la vôtre? Simplement de revenir sur la première question. Oui, mais pas trop. Vous m'avez questionné sur les 1600 €, mais vous m'avez pas continué de me questionner sur le pouvoir d'achat. Parce qu'on avait quand même des choses. Oui, non, mais simplement sur le blocage des prix. À un moment donné, on a besoin d'avoir un blocage des prix minimum, ça c'est clair. On a aussi besoin de s'attaquer au locatif, au prix des loyers et au prix de l'accession à l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est avec énormément de résidences secondaires, on a la plupart des budgets qui sont grévés par ce logement, et en réalité, le pouvoir d'achat, c'est là où on a une grande marge de manœuvre. On a besoin de remettre du logement sur le marché et on a besoin de reconstruire des logements. Ça fera baisser effectivement ses coûts et on a besoin d'avoir un immobilier qui est aujourd'hui plus bas. Parce que vous êtes adhérent d'Europe Écologie Les Verts et on se demande tout simplement comment vous allez décliner vos propositions dans cette circonscription. Comment je vais les décliner sur quel thème du coup? Sur l'énergie, par exemple. Sur l'énergie. Le thème énergétique, c'est un thème qui est en fait national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet particulièrement énergétique sur la circonscription de Saint-Lô. Évidemment, par contre, il y a un plan pour des énergies renouvelables, un développement d'énergies renouvelables. Et aujourd'hui, il y a surtout un plan sur lequel on doit faire de la rénovation énergétique du bâtiment. C'est-à-dire que la première énergie qu'on doit ne pas dépenser, c'est celle aujourd'hui qui s'en va dans le chauffage des bâtiments. Développer les énergies renouvelables, ça veut dire mettre des éoliennes partout? Dans la circonscription. J'aimerais bien avoir votre avis sur le nucléaire. Votre vocabulaire me semble tout à fait déjà mettre des éoliennes partout. Non, il ne s'agit pas de mettre des éoliennes partout. Il s'agit évidemment de rationaliser et surtout d'accompagner. C'est-à-dire qu'on doit faire un plan de développement des énergies renouvelables. Il ne s'agit pas évidemment de ponctuer la campagne d'éoliennes dans tous les sens. Non, pas du tout. Mais on doit planifier et les collectivités doivent prendre leur part. Vous dites non? Non, nous l'éolienne terrestre ou offshore, c'est non, quoi. C'est non. Nous, on priorise le nucléaire. L'éolien, il faut quand même savoir que c'est une source d'énergie qui n'est pas permanente. On est obligé, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de jus. On est obligé donc de coupler ça avec des centrales à gaz. Une centrale à gaz, le duo éolienne-centrale à gaz développe 20 fois plus de CO2 qu'une centrale nucléaire. Moi, j'aimerais bien au kilowattheure. J'aimerais bien entendre Guillaume Édouin sur le nucléaire, parce que c'est un vrai sujet. Les écologistes ont été longtemps opposés et restent pour beaucoup opposés au nucléaire. On a la fin des véhicules thermiques en 2035. On a aujourd'hui une transition énergétique qui nécessite effectivement une vraie adaptation. Moi, je n'ai pas de problème avec la rénovation, les économies, le mixte, d'une certaine façon, très bien. Il faudra me dire où on prend le photovoltaïque, est-ce qu'il vient de Chine ou pas. Il faudra que vous nous expliquiez votre point de vue là-dessus.
là-dessus. Et puis sur le nucléaire, moi j'aimerais bien entendre l'écologiste que vous êtes, parce que au niveau national, les écolos sont contre le nucléaire. Donc votre position personnelle là-dessus, c'est Réponse de important. Guillaume Edouin, et puis on va essayer d'avancer pour évoquer d'autres thèmes. Content d'être au cœur du débat, mais à cette circonscription. Sur le nucléaire, aujourd'hui, notre position, c'est qu'on doit faire énormément de sûreté. On a eu la fusion de la SN et de l'IRSN. On a effectivement une nouvelle. Non, mais sur la construction. On a une nouvelle centrale qui est en cours de démarrage. On doit aujourd'hui gérer les centrales qui sont existantes. Donc notre position, c'est effectivement de gérer ce nucléaire existant et de le gérer bien, et donc de donner des moyens à la sécurité nucléaire. On va continuer. Donc pas de nouveau programme nucléaire. On va continuer Pas de nouveau en parlant de ce territoire rural. On peut pas rester sur l'écologie. Un territoire. Vous pourrez peut-être y revenir, mais je voulais vous parler de cette distinction qu'il y a aujourd'hui entre le vote dans les métropoles et le vote dans le reste du territoire. Et la première circonscription est un territoire rural. On sent que les citoyens se sentent par moments des citoyens de seconde zone, oubliés, sans service public ou de moins en moins de services publics, de moins en moins de médecins, ça a pu être évoqué également. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait plus ce sentiment d'abandon et l'idée qu'on peut continuer de vivre dans les années à venir dans un territoire comme cette circonscription? Michael Masson. Je me permets juste de revenir sur l'énergie par rapport à ce que vous disiez. Vous dites que l'éolien, ça ne fonctionne pas. Si on lui mettait juste derrière un petit peu d'hydrogène, l'éolien produit de l'hydrogène et derrière, on a l'électricité pratiquement sur la gratuite. Façon de continuer de vivre normalement, comme les autres, en milieu rural. Alors, en milieu rural, il faut absolument continuer à donner du plus de pouvoir aux acteurs locaux qui, eux, sont à même de créer des synergies entre le public et le privé qui serviront nos concitoyens. Il n'y a pas que des agriculteurs dans le monde rural aujourd'hui, il y en a de moins en moins d'ailleurs. Quand je dis nos concitoyens, c'est tout le monde est concerné, et en particulier vraiment faire un vrai lien entre le public et le privé. Qu'est-ce qu'on développe? Parce qu'effectivement, faire un lien, on comprend bien, mais très concrètement, quel projet matériel qu'on l'imagine? Que proposez-vous pour ces habitants qui se disent on est un peu loin de tout, on est les oubliés, ce qui explique d'ailleurs peut-être les résultats des dernières européennes, mais concrètement, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur proposez? Un accès à la santé, c'est la première demande. S'ils se sentent isolés, généralement, si nous nous sentons isolés, généralement, c'est bien parce que la santé est difficile à obtenir dans nos territoires. Donc, vous proposez quoi, par contre, pour être très concret? Des maisons médicales. Alors, des maisons médicales vous mettez qui dedans? Parce qu'il y en a partout des maisons médicales, mais beaucoup, malheureusement, n'ont pas de médecins dedans. Alors, pour attirer les médecins, on va attirer les médecins fatalement, en leur proposant un service qui leur permet de ne pas s'embêter avec tout ce qui est administratif. Toutes les intercommunalités le proposent déjà aujourd'hui. Alors, Franck Simon, donc c'est ce que je dis, il faut absolument renforcer, il faut continuer. Le demande un audit des comptes publics et on peut supposer que s'il est mauvais cet audit, il y aura de moins en moins de dépenses publiques, donc potentiellement moins de services publics dans ces zones rurales. Est-ce que c'est pas ce vers quoi on va si on vote pour... Parce que par ailleurs, nous on propose de faire des économies... sur d'autres sujets, notamment on pense réduire la dotation de l'État français de 2 milliards à l'Europe. Donc il y aura plus de services publics avec vous demain dans les zones rurales ou pas? Mais je ne comprends pas que ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans s'étonnent aujourd'hui d'un vote comme il y a eu aux dernières élections européennes. Oui, mais là, c'est pas ma question. Est-ce qu'avec vous, il y aura plus de services publics en zone rurale aujourd'hui parce que les habitants de ces secteurs le demandent? On est tous en train d'être candidats aujourd'hui. On fait tous les marchés, on va tous à la rencontre des habitants de la circonscription, mais c'est vrai partout en France. Vous allez à la rencontre, mais qu'est-ce que vous leur proposez? Mais attendez, il faut déjà écouter leur message. Il faut déjà comprendre ce qu'ils nous disent. Ils vous disent « Ah ben moi, monsieur, je suis atteint d'un diabète de type 3, je vais à la pharmacie, je ne peux pas avoir de médicaments. Il manque 150 médecins généralistes dans la Manche. Je vous parle même pas des spécialistes. Je connais des gens qui vont chez le dentiste à Paris parce que c'est impossible d'avoir un rendez-vous dans la Manche. Et vous avez une solution pour ça? Oui, nous on propose par exemple ce que mon collègue tout à l'heure disait sur la circonscription du Calvados, d'exonérer d'impôt sur le revenu les médecins ou tous les personnels de santé qui vont décider de reprendre une activité médicale. Par exemple. On arrive pratiquement à la fin de ce débat. Je voudrais simplement, pour conclure, vous laisser la parole. Quel message souhaitez-vous passer aux électeurs qui ont à se déterminer le 30 juin? Philippe Gosselin. Écoutez, je crois qu'on est à un moment vraiment charnière de l'histoire de notre pays. Et je crois très clairement
qu'il faut refuser l'aventure dans laquelle certains veulent embarquer la France, embarquer le pays. Ces élections sont sérieuses et on a besoin d'ordre et de sécurité. Michael Masson, même question. Notre République mérite notre vote aux prochaines élections pour qu'enfin vive l'espoir d'une nation unie, avançant dans la confiance et pour nos enfants. Quel genre de député serez-vous si vous êtes élu ? Je serai le député des jeunes qui viendra les voir, les motiver et leur dire que leur avenir leur appartient et qu'il n'est pas question qu'ils s'en remettent toujours aux autres pour prendre leur avenir en main. Juste une petite question pour finir. Si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour, quelle position vous prendrez ? Est-ce que vous demanderez à faire barrage au RN comme on entend ou Est-ce que vous ferez le plaisir de m'inviter le soir du second tour, hein ? Non, mais au cas où. Je dis au cas où. Non, pour le moment, on va d'abord parler du premier tour. Ok. Franck Simon, le message. Moi, je voudrais dire aux Français que ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans, et notamment dans la première circonscription de la Manche, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, je voudrais dire à M. Gosselin que la première circonscription de la Manche, comme le département de la Manche, est un département plutôt à droite. Je pense, M. Gosselin, que vous êtes parti au début de votre carrière, de votre carrière politique, vous étiez un gaulliste, effectivement. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez été la béquille de la Macronie. Parce que vous l'avez soutenu toutes ces dernières années, ces 7 dernières années. Vous avez d'ailleurs par 2 fois appelé voter pour. Moi, je voudrais dire... Vous nous faites perdre du temps. Et je voudrais juste dire le petit mot de la fin. Jordan Bardella a dit, et ce sera mon mot pour finir... Jeunes Français, ne baissez jamais la tête, soyez toujours fiers d'être Français. Guillaume Edouin, c'est pareil. Quel message, quelle conclusion souhaitez-vous donner Très simplement, la société a été abîmée pendant 7 ans de Macron et je pense qu'on doit vraiment tourner cette page et nous, on propose un projet dans lequel chaque électeur qui un jour a mis un bulletin de gauche, qui peut-être a été déçu par la gauche à un moment donné, eh bien, doit relire ce projet, doit regarder ce projet. C'est un projet qui est positif et il doit se dire oui, maintenant, la gauche est en train de revenir, l'écologie revient aussi et demain, on aura une majorité. On verra si vos messages respectifs sont entendus au soir du 30 juin. On va simplement citer les autres candidats qui se présentent sur cette première circonscription de la Manche, à savoir Laurent Bessagny pour Reconquête, Olivier Léouy pour Lutte ouvrière, Jacques Poisson pour le mouvement de la ruralité et Baptiste Rageot pour Equinox. Merci à tous les 4. Nous allons poursuivre notre grande soirée débat sur France 3 Normandie et les antennes de France Bleu. Nous allons accueillir dans un instant les candidats de la 2e circonscription de l'Orne. Quels sont les enjeux dans ce secteur ? Voyez ce sujet de Pierre Maripeau. La 2e circonscription de l'Orne est une terre rurale qui comprend le sud du Pays d'Auge et le Perche-Ornais. C'est un territoire vaste, mais qui ne compte que 86 000 habitants. Le secteur est confronté à une baisse démographique et à un vieillissement de la population. Presque un habitant sur 3 est à la retraite. Chez les actifs, les ouvriers et les employés sont les plus nombreux et le secteur agricole demeure important. Toute la circonscription est en zone de revitalisation rurale. Les maisons France Service tentent de rapprocher les services publics de la population. Quant au Médicobus, un cabinet médical mobile, il va de ville en ville, car les médecins manquent partout. Pourtant, le pays n'est pas sans charme. C'est même un des secteurs en Normandie où l'on trouve le plus de résidences secondaires, achetées par des investisseurs de la région parisienne. Cette circonscription est depuis toujours acquise à la droite. Véronique Louwagie a facilement conservé son siège en 2022, mais cette année, la députée doit faire face à une forte poussée du Rassemblement national. Voilà pour la cartographie, le portrait de cette 2e circonscription de l'Orne. Jean-Baptiste Marie m'a rejoint, France Bleu Normandie. Bonsoir Jean-Baptiste. On a accueilli sur ce plateau à présent les 3 candidats qui ont accepté de débattre sur cet enjeu des élections législatives dans cette circonscription de
l'Aigle Mortagne-au-Perche, c'est pour que les gens comprennent bien où on se situe. Et on accueille Véronique Louwagie, députée sortante et candidate d'hiver droite. Vous n'avez pas demandé l'investiture des Républicains, puisqu'il y a un désaccord, on l'a évoqué il y a quelques instants avec Philippe Gosselin, avec la ligne portée par Éric Ciotti. Également Amal El Khalidi, bonsoir. Vous représentez la majorité sortante, la majorité d'Emmanuel Macron. Vous êtes adhérent du parti Horizon, à celui de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et Guillaume Sacriste, bonsoir. Bonsoir. Pour le nouveau Front populaire, membre du mouvement Place publique de Raphaël Glucksmann. Voilà, on avait aussi espoir d'accueillir d'autres candidats qui nous ont fait faux bon, Jean-Baptiste. Oui, tout à fait, à commencer par le candidat du Rassemblement national qui n'a pas souhaité débattre, Gérard Vienne. Nous avions invité également Raymond Ebreto du Parti Reconquête qui a décliné quelques heures avant ce débat sur France Bleu et France 3 aujourd'hui. Évidemment, nous regrettons leur décision, mais nous avons quand même maintenu ce débat, Franck, pour éclairer les électeurs de cette deuxième circonscription de l'Orne. Oui, tout à fait, Jean-Baptiste. Et nous sommes dans une circonscription où le RN continue de progresser avec plus de 38% aux dernières élections européennes, d'où l'enjeu. Tout à fait. Véronique Louwagie, comment vous avez d'abord accueilli ce résultat? Effectivement, le RN qui continue de progresser, y compris dans votre circonscription qui est historiquement à droite dans cette région de l'Orne. Alors déjà, merci pour ce débat. Je pense que c'est très important pour les auditeurs, les personnes qui regardent cette émission. Je crois que le Rassemblement national est fort partout dans les territoires ruraux. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'élection législative n'est pas l'élection européenne. Parce que dans une élection législative, il y a également une dimension personnelle du candidat, une dimension personnelle du député. Et c'est ce que je veux incarner au travers cette élection. Ce qui est votre cas, parce que vous êtes élu depuis 2012 dans cette circonscription, et réélu. Tout à fait, tout à fait. Et si je veux en croire les différences de score en 2022 entre ce que la droite avait fait à l'élection présidentielle, c'est-à-dire un peu moins de 7% au premier tour, et mes résultats au premier tour lors de l'élection législative, presque 33%. Je crois à cette dimension personnelle et en tout cas, c'est la force que j'incarne aujourd'hui sur cette circonscription. Amal El Khalidi, bonsoir. Vous portez les couleurs de la majorité, Ensemble pour la République, sous la bannière d'Horizon. Quand on voit les scores, ils ne sont pas là, ils n'ont pas voulu répondre à notre invitation, et on le regrette encore une fois, mais quand on voit les scores du RN, avec même plus de 39%. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Je rappelle aussi que vous êtes maire d'une petite commune dans le Perche, ça fait le genre des Ormes, où le RN est arrivé en tête. Donc d'abord, je vous remercie de votre invitation et d'organiser ce débat. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais juste faire une précision parce qu'il y a quelques fake news qui sont en train de circuler. Oui. Je suis la candidate officiellement investie par Édouard Philippe et Horizon. Donc là, pour l'instant, pour que ça soit clair. Et enregistré donc en préfecture, enregistré en préfecture. Les listes des candidats qui ont été validées. Et ce n'est pas une décision personnelle. Oui. Et je voudrais être très clair parce que c'est les fake news qui sont en train de circuler. Et je viens de les voir dans la presse. Et sur la montée du Rassemblement national, alors, pour dans votre circonscription, je vais aller là-dessus. Dans votre commune également. Alors, moi, je suis maire d'un village de 176 habitants. Je me suis installée dans le Perche il y a une vingtaine d'années. Et dans ce village, le Front National, à l'époque, le Rassemblement National à l'époque, le Front National, il faisait pratiquement 65-70%. Et je m'étais toujours posé la question, pourquoi le Front National était à ce taux-là? Après, c'est des gens que je connais tous les jours, que je côtoie. Moi, je n'étais pas du tout dans une logique d'être élu. Et en me rapprochant d'eux, je me suis rendu compte que le sujet était autre. Et je me suis présentée pour être leur maire. J'ai été élue à 2 reprises maire de ce village et élue dès le premier tour. Et comment on combat ce Rassemblement national? Parce que c'est ça la question. Parce que pour l'instant, il est en tête aux européennes et peut-être qu'il va remporter cette circonscription. On est bien d'accord. Donc, je vais vous dire, c'est juste l'abandon que connaissent nos concitoyens. Ils sont abandonnés dans leur territoire. On sait même pas. Ils ont l'impression qu'ils n'existent pas. C'est 33% de la population de la France qui vit dans les territoires ruraux et ils ont aucune possibilité. En fait, ils ont l'impression de ne pas exister. Guillaume Sacriste, pour ce nouveau Front populaire, même analyse pour vous, cette montée du Rassemblement national que vous voulez combattre dans cette élection? Bien sûr, je suis là pour combattre le RN dans cette élection, absolument. La première chose que je voudrais faire, c'est d'abord déplorer l'absence de ce candidat à RN, qui, il faut bien le dire, c'est tout simplement défilé. Je voudrais aussi dire que le moment est grave, et c'est pour ça que moi, je me suis engagé. Vous ne m'avez pas posé la question de savoir qui j'étais, mais je me suis engagé pour la première fois à l'occasion de ces élections, parce que le moment est grave. Mais le moment est grave
grave au niveau national d'abord. Ces élections sont des élections nationales et pas locales. Ce qu'on voit arriver là, c'est la prise de pouvoir au niveau gouvernemental du RN. C'est une chose inédite depuis les années 40, depuis l'arrivée au gouvernement du maréchal Pétain. On ne parle pas de rien en ce moment-là. La situation est très grave et c'est pour ça que je me suis engagé. Et je veux rappeler que pour le moment, le LR, dans notre circonscription, a fait 7% des voix aux dernières européennes. 7% des voix. 14% pour la majorité présidentielle. Non, juste permettez-moi de rappeler ça. 7% des voix. Nous sommes aujourd'hui le seul camp qui peut battre le FN. Nous sommes en marche de bataille pour battre le RN dans l'ordre. Alors voilà pour l'analyse politique. On va essayer de voir quelles sont vos propositions pour ce territoire. Alors c'est excusez-moi, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est plutôt une petite circonscription. Il y a 86 000 habitants, alors que certaines en ont plus de 130 000. C'est pas péjoratif. C'est une belle circonscription. Non, mais bien sûr. Oui. Mais nous sommes dans un secteur où les habitants se sentent parfois un peu éloignés, ce sentiment d'abandon. Une élue nous disait il y a pas très longtemps, il faut parfois faire plusieurs kilomètres pour s'acheter une baguette de pain. Un sentiment parfois de relégation qui explique peut-être la poussée du RN d'ailleurs. Écoutez la réaction de ces habitants qui évoquent ce sentiment effectivement d'abandon dont on parlait. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans les milieux ruraux, nous n'avons plus les services qui existaient autrefois. Des services simples, comme celui d'un autocar qui permet à des gens de venir au marché, comme permet d'aller éventuellement à l'hôpital, des choses comme ça. Et ça, on se sent vraiment abandonné dans nos villages aujourd'hui. Dernièrement, on va le dire sans se cacher, comme les derniers présidents qu'on a à l'heure actuelle, je veux dire, des gens comme nous, là, de la campagne, ils s'en fichent un peu. Franchement, il est vraiment trop pour les gros, Paris, tout ça, enfin voilà. Oui, voilà. La campagne est oubliée, ça c'est sûr. On dirait qu'on est dans un autre monde. Amal El-Khalidi, vous qui portez la couleur de la majorité, ces électeurs s'adressent directement à vous, c'est vous qui êtes au pouvoir depuis 7 ans. Vous oubliez la campagne rurale? En fait, je pense qu'il y a eu un énorme problème avec le non-cumul des mandats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des députés, sauf quelques exceptions, qui ne connaissent pas, la majorité des candidats ne connaissent pas ce que c'est la ruralité, ne connaissent pas, en dehors du périph', il n'y a pas de salut, en gros c'est un peu ça, et ils sont déconnectés. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le parti d'Édouard Philippe. Parce que Horizon. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ce cumul des mandats, la construction même de ce parti, j'ai jamais été. Mais Horizon fait déjà partie de la majorité présidentielle. Oui, vous ne pouviez pas dire à vos collègues députés, intéressez-vous à notre territoire, à nos territoires ruraux. Je vous assure que je le dis, je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé et qui le dit. Et si je me présente aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'ils ne m'entendent pas assez. Alors juste pour vous dire, dans le parti Horizon, Édouard Philippe, on a une assemblée des maires. Alors on va pas refaire le paysage, si vous voulez bien. Oui. Le paysage de la majorité avec les différents appartements, je dirais, de cette majorité présidentielle. Mais on a entendu ces réactions d'habitants qui disent nous, on ne nous parle pas, on est loin de tout. On est bien d'accord. Alors, il n'y a pas de transport, il n'y a même pas de téléphone, certains nous disent. On est bien d'accord, c'est les mêmes difficultés que j'ai. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le premier élément qui a été supprimé, ça a été supprimé sous la présidence de M. Hollande, c'est le premier service rural qu'on a un petit peu supprimé, c'est la mairie. La mairie, on a transformé. Aujourd'hui, on construit. C'est très facile de défaire. Donc, on a fusionné les communes, fusionné des communautés de communes. Les compétences, les maires, on devient peut-être des animateurs de communes. Et aujourd'hui, au niveau de nos communes, les personnes viennent à la mairie et je leur dis, je ne peux pas, c'est la communauté de communes. Non, je ne peux pas. Véronique Louvagie, vous êtes ancienne maire de l'Aigle. Oui, tout à fait. Grosse commune, grande commune dans cette circonscription. On le voit, c'est différent en façon, là où on se situe, en milieu rural ou à l'Aigle. Là aussi, il y a des différences aussi de territoire. Oui, tout à fait. Je pense que les perceptions sont différentes entre les territoires ruraux et les territoires un peu plus urbains. Mais moi, je crois qu'il faut entendre la colère des citoyens. Il faut l'entendre. Il y a une colère. Elle s'est exprimée au travers cette élection, probablement une colère destinée à l'égard d'Emmanuel Macron. En tout cas, moi, je la prends comme celle-ci. Mais il faut entendre les difficultés sur le terrain. Il y a des difficultés. Et comment on y répond? Dans notre monde rural, une des premières difficultés, c'est l'accès aux soins.
qui est un vrai sujet en termes de santé. Et là, nous pouvons y répondre, puisque c'est votre question. Au niveau du département de l'Orne, nous avons travaillé avec la région, avec l'État également, parce que nous avons pu obtenir que le conseil départemental puisse salarier des médecins, ce qui n'était pas possible au niveau de la loi. Donc nous avons réussi, avec les députés de l'Orne, Jérôme Nury par exemple, à faire modifier la loi pour avoir des salariés. Aujourd'hui, nous avons 20 médecins salariés, c'est 15 000 consultations par an, et dans ma circonscription, il y a maintenant 4 antennes de santé, Rémalard, Randonnée, Tourouvre, Bazoches. Voilà, donc ça, ce sont des réponses, mais ça n'est pas suffisant. Il y a des questions, il y a des questions, qui concernent aussi le Est-ce que vous pouvez nous parler d'achat. un peu de l'hôpital de l'Aigle, alors dans lequel la blanchisserie est fermée, les lits ferment, la maternité, Je peux en parler. 10 lits fermés, la chire, 3 lits fermés. Est-ce que vous pouvez nous parler des EHPAD de Moulins-la-Marche? Tout à fait. Vous pouvez nous en parler. Fermés avec peut-être combien? Il y avait combien de personnes? Je crois des petits vieux, 17 personnes fermées brutalement, qu'on a expulsées de leur lieu de fin de vie du jour au lendemain. Madame Louvagie, vous êtes vice-présidente de la commission des finances à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Tout à fait. Et je crois qu'à ce titre, vous avez participé très largement à toutes les politiques austéritaires qui ont été menées par le gouvernement précédent. De ce point de vue, le budget de l'éducation nationale, le budget de santé publique... Je n'ai pas voté les budgets. J'ai voté contre ces budgets. En tant que vice-président, vous avez voté pour 80% des lois de la majorité présidentielle pendant la précédente législature. Voté contre les budgets. Vous ne pouvez pas vous plaindre de l'inexistence des services publics sur le territoire, alors même que quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous votez toutes les coupes dans les services publics et dans les budgets publics. Ce double jeu finit par être insupportable. Et sur le terrain, je crois qu'on s'en rend compte partout. Vous mentez. Puisque j'ai voté. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. J'ai voté contre tous les budgets. Vous pouvez le vérifier sur le site de l'Assemblée nationale. Très bien. J'ai voté contre tous les budgets. Très bien. Voilà, c'est une vérité. Alors, donc j'ai voté contre toutes les politiques publiques qui sont conduites par le gouvernement. Je voudrais réagir sur l'hôpital de l'Aigle. Ouais, rapidement. Nous avons obtenu le maintien de la maternité de l'hôpital de l'Aigle et vous n'étiez pas dans le combat. Nous avons obtenu le maintien de la chirurgie ambulatoire à l'hôpital de l'Aigle. Nous avons obtenu que les centres... Les lits sont fermés partout. Vous avez soutenu ce gouvernement et vous avez participé à ces fermetures. Nous avons obtenu le maintien... Nous avons obtenu le maintien de la chirurgie ambulatoire de l'hôpital de l'Aigle. Dites-le à ces petits vieux. Laissez-vous parler. Laissez-vous parler. Madame Louvagie, vous ne serez pas dans le gouvernement à venir. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire exactement? Vous allez être au gouvernement? Guillaume Sacris. On va essayer de s'entendre, on va laisser parler les autres adversaires. Je pense que tout le monde connaît bien Madame Louvagie. Juste sur cette réponse et puis on avance. Oui, tout à fait, je suis. Nous avons obtenu qu'il n'y ait pas du tout de fermeture des urgences sur l'hôpital de l'Aigle sur les derniers mois. Moi, je connais l'hôpital de Mortagne, j'y suis allé plusieurs fois, j'ai une péritonite. Rappelez-nous comment se passent les urgences à Mortagne. Je crois que la circonscription... Guillaume Sacré, s'il vous plaît. Parce qu'on ne va pas passer... on ne va pas passer non plus le temps sur l'hôpital de l'Aigle. On a compris que les postes étaient fermés systématiquement à l'Aigle, que l'EHPAD est fermé et que l'hôpital de Mortagne n'a aucun équipement. Voilà. Est-ce que je peux finir de répondre? Oui, justement. Mais on ne va pas passer effectivement notre temps, toute l'émission sur l'hôpital de l'Aigle. Vous avez raison. On a d'autres sujets à évoquer. La question du pouvoir d'achat, par exemple. La question de l'aménagement, l'agriculture, on a plein de sujets en fait qu'on souhaiterait évoquer. Une réponse sur l'hôpital de l'Aigle, on passe à autre chose. Très court. Allez-y. Je viens simplement dire qu'il y a d'autres hôpitaux à côté qui n'ont pas réussi à maintenir leur maternité. Vous n'étiez pas là à l'époque. Par exemple, vous prenez Bernay. Si aujourd'hui nous avons obtenu un peu plus de 30 millions pour la rénovation de l'hôpital de l'Aigle, vous n'étiez pas non plus là pour faire aboutir ces dossiers. Voilà, il y a des dossiers qui concernent le territoire. Quand on y vit, qu'on y travaille, qu'on y est, on connaît bien son territoire et c'est le meilleur moyen de le défendre. Au moins, on aura presque fait une émission sur l'hopital de l'Aigle et je pense que tout le monde aura les clés. Il y a d'autres sujets qui se sont invités dans cette campagne. On va écouter la réaction de cette habitante. Je suis Syrah, soignante à l'hôpital de l'Aigle. Je voulais savoir comment faire pour augmenter le pouvoir d'achat sur le territoire et sur l'Aigle. Merci beaucoup.
Comment fait-on alors, Guillaume Sacris, pour augmenter le pouvoir d'achat? Quelles sont vos propositions demain, si vous êtes élu, si vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale, pour les habitants de la circonscription? L'histoire de l'hôpital de l'Aigle n'est pas négligeable, mais la question, bien sûr, du pouvoir d'achat, c'est une question absolument fondamentale. Notre programme au Front Populaire, c'est d'abord d'instaurer très rapidement, immédiatement, des prix bloqués pour les produits de première nécessité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire carburant, ça veut dire alimentation, ça veut dire énergie. Et ça, pour donner un peu d'air à nos concitoyens les plus en difficulté. Le SMIC à 1 600 €, que l'opposition dit comment vous le financez, comment feront les petites entreprises aussi, qui n'ont pas forcément 200 € de trésorerie à sortir pour chacun de leurs salariés. Absolument, vous avez tout à fait raison, c'est un enjeu énorme, c'est une mesure qui est extrêmement ambitieuse. Ceci dit, on peut d'abord dire que le minimum pauvreté, c'est 1 200 €, donc on est juste au-dessus. Deuxièmement, vous savez qu'on a un système de compensation des très grandes entreprises de plus de 750 millions de chiffres d'affaires qui compenserait pour les petites entreprises et les PME. Donc c'est un système qui ne pénaliserait absolument pas les petites entreprises. Amal El-Khaledi, qu'est-ce que vous dites, vous, à ces habitants de cette circonscription de l'Aigle-Mortagne-au-Perche que vous rencontrez alors, sur le terrain dans votre commune et qui vous disent, nous, on n'y arrive plus? Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent plus. Parce qu'au-delà du pouvoir... C'est quoi la solution? La solution. En fait, au-delà du pouvoir, c'est l'augmentation des salaires. Il n'y a pas 50 solutions, c'est l'augmentation des salaires. De tous les salaires. Alors, tous les salaires, et ça, on voit comment on les augmente. Dans l'Orne, la moyenne, le salaire médian, il est inférieur de 200 € par rapport au salaire national. Donc, il y a une réalité. Et c'est dû à quoi? Les salaires sont faibles. Les salaires sont faibles. C'est historique. Ça se maintient. On est un territoire où il y a peu de chômage. Peu de chômage. Le taux de chômage, il est inférieur au niveau national. Et normalement, on a des entreprises, on a des possibilités. Et comment vous faites pour augmenter les salaires? Parce que ce n'est pas dans le programme de la majorité présidentielle d'augmenter les salaires. Si. Je vous assure, c'est dans le programme. C'est pas en tête de chapitre. Hein. Oui. Ou avec la prime Macron qui passe de 3 000, 6 000 à 10 000 €, mais quelle entreprise donne 10 000 € de prime aujourd'hui à ses salariés? Je voudrais juste finir sur une chose. La problématique, là où il y a les problèmes, c'est au niveau des bas salaires. C'est les trappes à bas salaires. C'est le trappe et c'est en fait, les gens sont au SMIC. Ils commencent leur carrière au SMIC, ils la finissent au SMIC, parce que tous les avantages au niveau des cotisations et des exonérations sont faits sur les tranches les plus faibles. C'était intéressant à un moment parce que ça a permis de mettre beaucoup de personnes à l'emploi, mais ils sont bloqués, ils ne peuvent plus aller plus haut. Mais comment, en fait, ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs années, avec une majorité autour d'Emmanuel Macron, pourrait être fait là, à partir du 7 juillet. Voilà. Alors, juste pour vous dire, parce que j'ai écouté le débat qui avait précédé, Madame la Première ministre avait indiqué que que vous soutenez, c'est pour être clair. C'est par rapport aux blocages qui ont été faits sur la loi qu'elle a votée tout à fait au début sur pour réagir contre l'inflation. Voilà, c'était la première réaction. Aujourd'hui, on a eu un déferlement de l'inflation ça s'est bloqué, mais ça s'est bloqué à un niveau assez haut et les gens ne peuvent pas vivre avec les salaires. Donc, en fait, mon objectif... Ce qu'on n'a pas fait pendant 7 ans Non, je suis désolée, monsieur. C'est pas depuis 7 ans. C'est pas depuis 7 ans. Depuis 7 ans, il y a eu une augmentation des revenus des Français parce qu'il y a eu une création d'emplois, 2 millions d'emplois créés, des entreprises qui investissent énormément en France. Pendant des années, le débat était l'emploi, le chômage. Aujourd'hui, il y a de l'emploi. Maintenant, c'est le problème, il est le salaire. Et je voudrais bien finir, c'est par rapport à les salaires. Et comment on peut faire? C'est au niveau... il faut travailler sur les charges qui pèsent sur le travail. Le travail, c'est une priorité. Donc vous voulez baisser les charges sur les salaires notamment pour ne pas mettre en péril les entreprises. Autre sujet important dans votre circonscription, c'est l'agriculture. Véronique Louvagie, les agriculteurs qui peinent à se verser des salaires, des agriculteurs qui se plaignent aussi des normes. On l'a vu au début de l'année, ils se sont mobilisés. Gabriel Attal avait annoncé, le Premier ministre, plusieurs mesures. D'ailleurs, vous avez voté la loi de la souveraineté alimentaire et agricole. Donc parfois,
vous êtes d'accord avec la majorité sortante aussi sur ce sujet-là. Je voudrais juste dire à Mme Elika-Ledy que je suis très surprise d'entendre dire que pour augmenter, je dirais, les salaires, il faut agir sur les cotisations sociales. Parce qu'effectivement, c'est ce que je partage. Je crois que pour donner du pouvoir d'achat aux Français, il faut d'abord agir sur les salaires. Et moi, j'ai proposé plusieurs fois des amendements pour diminuer les cotisations sociales, les charges sociales, et la majorité a voté contre. Voilà. Et à chaque fois, la majorité a voté contre. Donc, je veux quand même le dire. Sur la question agricole. Je crois que c'est très important. Nous sommes effectivement sur un territoire rural important. Nous avons porté avec un certain nombre de députés des mesures pour améliorer le revenu des agriculteurs. Effectivement, je pense que quand il y a des dispositions, des modalités, des propositions, des orientations qui sont au service des Français, au service des ornés, parce que moi c'est ce que je défends, sont les ornés. Vous savez, le député n'est que le représentant des habitants de son territoire. Eh bien oui, je les vote. Voilà. Comment vous imaginez justement la transformation de votre circonscription dans les 10 ans qui viennent? Est-ce qu'il y aura encore des fermes? Est-ce qu'il y aura encore des agriculteurs? Est-ce qu'on aura peut-être une mutation de la population? Parce qu'on voit, nous ne sommes pas très loin de Paris. Le Perche, c'est très, très connu, c'est très prisé de la part de gens de la région parisienne qui viennent s'installer le week-end, qui achètent des résidences secondaires. On voit bien qu'il y a une transformation de cette circonscription. Comment on protège les agriculteurs face à, on ne va pas parler de concurrence, mais quand même une transformation de cette circonscription, de ce secteur? C'est vrai que c'est important. Il y a, dans le département de l'Orne, c'est 5000 exploitations, oui. 12 000 emplois. C'est important. Mais comment on les garde? Mais effectivement, il y a des transformations qui s'opèrent. Il faut accompagner ces transformations. Et là, cet accompagnement, il se fait effectivement par des dispositions nationales. Pour que nous ayons des agriculteurs, il faut que déjà que les agriculteurs puissent vivre de leurs revenus. Je crois que ça, c'est très important. Donc demain, voilà. Il faut également qu'ils soient considérés. Et nous ne devons pas avoir non plus des mesures d'écologie punitives qui les mettent en difficulté, avec quelquefois des injonctions complètement contradictoires. Et ce soutien des agriculteurs, il peut se faire aussi par les collectivités locales, les communautés de communes avec lesquelles nous travaillons, qui apportent des soutiens, le département où nous intervenons pour soutenir le petit investissement dans les exploitations. Guillaume Sacris pour le Nouveau Front Populaire, est-ce que les agriculteurs qui nous écoutent, qui nous regardent ce soir, doivent s'inquiéter si demain vous arrivez au pouvoir? Parce qu'il y a tout un tas de choses que vous voulez mettre un terme, notamment l'élevage en cage, par exemple, ça fait partie du programme du Nouveau Front Populaire, l'arrêt des pesticides, que les agriculteurs ont voulu continuer à utiliser, en tout cas le temps de trouver autre chose. Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter si vous êtes au pouvoir demain? Non, alors ils ne doivent vraiment pas s'inquiéter du tout. Moi, je viens d'une famille de paysans, je sais ce que ce métier. Je sais que nous avons des mesures qui sont essentielles pour sauver le pouvoir d'achat de ces agriculteurs. Les mesures et pour que ces agriculteurs et ces paysans soient respectés. Et je voudrais d'abord dire que l'Orne, c'est pas la Beauce, quoi. L'Orne, c'est pas la Beauce. Et donc, on a des propriétés qui sont très différentes. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet de la question de la fin des subventions à l'hectare. Ça fait 20 ans que j'entends parler de ça. Nous modifierons ça. Nous arriverons à modifier ça pour se battre pour l'unité de travail, pour la subvention à l'unité de travail. On connaît le paysage. Attendez, j'ai plusieurs. Non, c'est assez important aussi. Le prix plancher. Pour tous nos producteurs de lait, nous défendrons la question du prix plancher. Et nous améliorerons le partage de la valeur entre l'agrobusiness, les circuits de distribution et nos agriculteurs. Donc je me ferai le défenseur de cette agriculture. Dernier point, c'est sur le bio. Nous aurons à Mortagne et à l'Aigle des cantines bio qui permettront de soutenir les filières bio de notre circonscription ornaise. Alors, on arrive, ça va très vite, pratiquement à la fin de ce débat sur cette circonscription de l'Orne, la deuxième de l'Orne. Quels seraient vos prix? Oui, alors. Je voudrais juste rajouter un mot sur l'agriculture. Un petit mot. On va avoir un énorme défi. Un grand nombre de nos agriculteurs vont arriver à leur retraite. Et là, il va falloir absolument qu'on accompagne les jeunes pour s'installer, parce que sinon, on va perdre ses compétences et on ne va plus avoir personne dans les fermes s'il n'y a plus d'agriculteurs qui sont à la retraite. Et là, c'est un sujet majeur et ça va être un défi d'ici 2027. On en perdra énormément. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. On va faire un tour de table. Si vous, demain, vous décrochez, vous êtes réélu dans cette circonscription de l'Aigle-Mortagne, quelle serait votre priorité? Une priorité.
c'est toujours très difficile, vous savez bien, une priorité, mais je crois que l'élément essentiel aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Mais pour agir sur le pouvoir d'achat, il faut agir aussi sur les dépenses publiques au niveau de l'État. Tous les autres éléments sont des promesses sans fondement. Et quand je vois le Front populaire, dont le chiffrage des mesures a été effectué par une députée socialiste, Valérie Rabault, qui a été rapporteure du budget à 106 milliards d'euros, ce sont des promesses sans fondement. Donc le pouvoir d'achat, l'accès aux soins également. Et je crois qu'il faut deux arriver... priorités, ça. Oui, mais il n'y a pas qu'une priorité, vous le savez très bien. Et je crois que tout ça, il faut l'inscrire dans l'autorité, la sécurité et l'identité. Guillaume Sacriste. Moi, si j'ai le droit à deux, alors j'ai le droit à deux. Service public de proximité, bien sûr, il y en a vraiment besoin dans ce territoire. Et pouvoir d'achat avec ce que j'ai dit sur le blocage des prix. C'est les deux mesures qui me semblent les plus importantes. Et je voudrais dire quand même sur le chiffrage, parce que c'est une attaque un peu gratuite. Moi, quand on soutient un gouvernement qui a 5,5% du PIB... Oui, non mais Valérie Rabault, elle l'a mis à 100 milliards d'euros. C'est ce que je viens de vous dire. Oui, mais c'est un bon chiffrage. Et notre ministre de l'économie qui a essayé de le faire, à mon avis, si je peux me permettre, ne sait pas très bien compter avec ses 5% de déficit du PIB et son déficit excessif de la Commission européenne. Voilà. On arrive à la fin. Voilà. Moi, j'aimerais une chose qui me paraît fondamentale et importante pour notre territoire, pour l'Orne. Je vais être très claire, c'est-à-dire, j'aimerais, chaque fois qu'il y a un projet de loi, proposition de loi, décision, on fait des analyses d'impact, mais on oublie d'analyser l'impact pour la ruralité. J'aimerais que systématiquement les décisions soient analysées au regard de la ruralité. 33% des Français vivent dans ces territoires. Ce sera plus pour la ruralité. Le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur cette circonscription de l'Aigle-Mortagne-au-Perche. On regrette encore une fois que les candidats du Rassemblement national et de Reconquête aient décliné notre invitation. Les autres candidats qui seront en course le 30 juin, on les découvre. Gérard Vienne pour le Rassemblement national, Bernadette Velli pour Lutte ouvrière, Patrick Levaillet sans étiquette et Séverine Préhu pour la droite souverainiste. Voilà, merci à tous. Bonne soirée sur la 3. Merci Jean-Baptiste et merci à France Bleu de nous avoir accompagnés dans cette émission. Et à mercredi prochain pour d'autres débats, notamment sur Caen, où il y a beaucoup d'enjeux. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir. À bientôt. Merci.